Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième émission d'Oser les livres. Aujourd'hui, je suis ravie de vous entraîner avec moi à la découverte d'une librairie atypique sur les pentes de la Croix-Rousse, la librairie Café Un Petit Noir, tenue par notre ami Jean-Pierre, qui va nous parler un petit peu de sa conception de la librairie et de ce que lui considère comme le métier de libraire. Voilà, donc parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu nous présentes ta librairie ? Bonsoir. Ma librairie est une librairie spécialisée dans le roman noir, donc le polar, entre autres. C'est un choix personnel de se spécialiser pour plusieurs raisons. D'abord une raison directement d'affect, parce que le roman noir, c'est ce qui me tient. C'est ce qui, pour moi, représente le mieux la société dans laquelle on vit. Donc il permet à la fois d'avoir une sorte de miroir de notre société au travers des romans qui se passent par chez nous et de découvrir d'autres sociétés au travers d'auteurs de pays étrangers ou d'auteurs qui voyagent dans les pays étrangers. Donc ça, c'est pour assouvir d'une manière totalement égoïste la curiosité de ce qui se passe dans le monde. Et puis c'est pour entraîner aussi les lecteurs dans cette littérature qui est à la fois foisonnante, qui a de tout temps été magnifique, je trouve, et qu'il faut sortir les petites merveilles de cette littérature. C'est-à-dire que, comme dans toute littérature, il y a du bon, il y a du moins bon, un peu comme chez le boucher, votre pièce de bœuf, elle peut être très très bien ou moins bien. De la même manière, là, faut aller chercher la moelle, quoi, le substrat le plus beau. Donc ça, c'est la raison vraiment d'affect. L'autre raison de la spécialisation est une raison bassement économique, et je le revendique volontiers. Je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde où la librairie va pas forcément super bien, pour plein de raisons, mais l'essentiel, l'un-principal, c'est la financiarisation du livre, donc des objets d'art. On est dans un monde qui aujourd'hui ne marche que sur la finance, et à force de tout financer, on perd un petit peu l'objet de départ. Et donc, se spécialiser permet de faire le boulot de libraire que malheureusement, font de moins en moins de libraires dans les librairies généralistes. Dis-moi, je viens souvent chez toi, je suis une bonne cliente et je ne comprends pas parce que nous ne trouvons jamais les bouquins dont tout le monde parle. Pourquoi? C'est un choix de ne pas afficher les têtes de gondole de chez... Alors, on trouve certains bouquins dont on parle, mais on ne va pas trouver les têtes de gondole parce que, comme je disais précédemment, une librairie généraliste, elle se retrouve, vu le nombre de livres qui sortent chaque semaine, à devoir prendre. Elle choisit souvent, et pour moi c'est un choix pas forcément adéquat avec le marché actuel, elle se retrouve à prendre les choses qui sont le plus vendues par les gros éditeurs. Et donc elle va se retrouver à afficher dans sa vitrine, sur ses tables et dans ses rayons, les mêmes bouquins qu'on va retrouver dans les hypermarchés, dans les plateformes de distribution, et du coup essayer de faire concurrence en ayant une librairie, on va dire, de taille plus ou moins modeste, mais en général une librairie toujours plus modeste qu'un hypermarché, à se mettre en concurrence avec des très gros. Et pour moi, c'est un non-sens, parce que de toute manière, comme dans la nature, le plus gros poisson finit par bouffer le petit. Donc il me semble, à mon sens, c'est ce que je défends, je ne suis pas tout seul heureusement, qu'il vaut mieux, quand on est une petite librairie, d'aller chercher les perles rares, les choses que personne ne voit parce que ça passe sous le feu des radars médiatiques et marketing, et qui vont faire le sel de la littérature en général, et de la littérature noire en particulier pour moi. Et je vais amener le lecteur là-dedans. Je vais lui dire, plutôt que d'acheter le dernier grand nom que tu trouveras entre tes lacets de chaussures et ta boîte de camembert dans ton hypermarché, viens chez moi, je vais te faire découvrir un auteur que tu ne connais peut-être pas, ou que si tu connais, tu as entendu parler, mais d'une manière très furtive, pour ne pas dire fugace, dans un média, et je vais te faire découvrir son univers. Parce que comme tout bon libraire qui se respecte, je prends le temps de lire les livres que je vends. C'est pour moi un respect vis-à-vis du lecteur, enfin du client, le lecteur est un client, mais pour moi c'est d'abord un lecteur comme moi. Et donc c'est ce qu'on partage en fait, c'est l'amour de la lecture. Et donc pour bien vendre un livre, il faut le connaître vraiment bien et pas seulement se limiter à la magnifique feuille A4 que nous envoie l'éditeur en disant vas-y mange, c'est du bon. En général, il faut aller un peu plus loin, quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, grâce à toi, j'ai découvert de nombreux auteurs dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Sinon, j'aimerais savoir, toi, selon toi, qu'est-ce qui fait
que la librairie en France se pète un peu les dents par rapport aux plateformes de distribution, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est purement financier ou c'est un problème plus généralisé Alors, ça va être très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je pense que déjà la librairie va pas si mal que ça, même si effectivement elle perd un petit peu de part de marché par rapport au grand système. Pour moi, à mon avis, il y a plusieurs raisons, mais la raison centrale, c'est comme d'habitude, c'est le pognon, hein. Je dis pas ça parce que je vends du polar, hein. D'une part, il y a la financiarisation vraiment de cet objet d'art qu'est le livre. C'est-à-dire qu'on a juste oublié qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui accueille un auteur dans sa maison, qui lui dit, bah voilà, tu corresponds à ma ligne éditoriale, donc je vais te représenter, donc je vais travailler avec toi. Et travailler avec un auteur, ça veut dire le faire retravailler, le faire réécrire, etc. Enfin, prendre le temps. Aujourd'hui, prendre le temps n'existe plus, puisque tout doit être rentable dans quasiment la seconde qui suit. C'est un peu le problème. Donc je pense que la financiarisation est vraiment la pierre qui arrive, mais à nous tous, pas seulement dans la librairie, ça marche dans la boulangerie, ça marche dans plein de choses. Et donc ça tue aussi petit à petit les librairies, parce que les librairies ne sont pas sur ce modèle-là. La librairie, en tout cas, elle ne devrait pas l'être aujourd'hui, mais on ne va pas se battre contre un état du marché qui est en train de partir dans ce sens-là. Enfin, moi, je me considère comme trop petit. Je suis pas dans l'idée de faire tomber des gros ni quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que quand un libraire veut se mettre en concurrence avec un hypermarché, il perd. Donc forcément, il perd. Donc là aussi, je pense qu'il faut peut-être réfléchir différemment, autrement. Et puis le point essentiel, qui est toujours une histoire de pognon, c'est que le livre est un objet culturel totalement dévalorisé. Donc le livre n'est pas assez cher. Je vais faire bondir tous les lecteurs de la planète. Mais il ne faut pas oublier que sur le livre, au début, vivent donc un auteur, sans l'auteur, pas de livre, un éditeur, qui dit éditeur, dit tout ce qui va derrière, c'est-à-dire un imprimeur, souvent, voire un typographe, un graphiste, enfin des gens qui ont mis en page tout ça, un libraire, et aussi un réseau de distribution qui aujourd'hui s'en met plein les fouilles, mais voilà. Donc globalement, quand on prend toute la chaîne des métiers, j'ai oublié le relieur parce que malheureusement il y a de moins en moins de relieurs, quand on prend toute la chaîne des métiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur un livre. Et le livre, c'est un objet qui aujourd'hui vaut en moyenne, poche et grand format confondus, 10 €. C'est-à-dire un paquet de clopes. Donc on est dans un système qui aujourd'hui dit qu'un livre, qui valait il y a seulement 30 ans, comme je le répète souvent, 6 heures de travail au SMIC, et qui vaut aujourd'hui plus qu'1 heure, 1 heure et quart, correspond en fait à le fait de dire, ben voilà, le livre c'est juste un objet courant. Donc c'est très bien en se disant, c'est un objet courant, donc tout le monde y a accès, mais en même temps, on ne donne pas la vraie valeur que doit avoir un livre. Aujourd'hui, personne ne rechigne devant payer un disque 15, 20, 25 €, voire 30 € pour certains vinyles, parce que les gens aiment ça, et donc quand on aime ça, on fait un effort. Personne ne sait même combien coûte son smartphone, alors qu'il coûte sans doute 20 ou 30 fois le prix d'un livre, mais c'est pas grave parce que c'est important. Et donc voilà, donc on est en train de dire, ben, finalement le livre il vaut une boîte de sardines, et prenez ça. Et à ce jeu-là, qui est vraiment une sorte de pognon, on est en train de perdre l'importance du livre. Et le faible prix du livre entraîne plein de choses. Il entraîne aussi le fait qu'on en sorte beaucoup, parce que du coup, les éditeurs, pour survivre, se disent « j'en sors plein ». Quitte à les vendre que par 1000 exemplaires ou par 500 exemplaires, j'en sors plein. Et qui dit quantité va souvent à l'encontre de la qualité. Et le lecteur, il est perdu. J'ai envie de dire déjà, le libraire, il est perdu, parce qu'au début, il reçoit des montagnes de titres, il faut qu'il fasse un choix. Le lecteur, il est perdu. Et donc, il y a tout le travail que moi, je peux faire derrière, parce que je lis des bouquins, du coup, je peux conseiller. Mais en même temps, j'ai un pouvoir de lecture qui est limité. C'est-à-dire que comme tout être humain, je suis confronté à des journées de 24 heures et pas plus. Qui fait que voilà, je lis un certain nombre de livres, mais j'en lis, je sais pas, un quart ou un cinquième de ce qui sort et que je pourrais lire. Et donc il y en a plein que j'évacue, alors par des principes totalement critiquables, je pense, parce que voilà, j'apprécie moyennement l'éditeur, le travail qu'il fait, ou c'est un genre que je trouve un petit peu moins intéressant qu'un autre, mais qui sont des très mauvaises raisons. Moi, mon rêve serait de lire tous les bouquins et de faire le choix. Là, je fais déjà un choix par défaut, on va dire, et puis choix qui, des fois, s'améliore, parce que des clients me disent
Et t'as pas lu ça, c'est vachement bien. Donc du coup, voilà. Ah, c'est bien, Mais c'est pour une moi, voilà, réciprocité. la librairie, elle peut tout à fait se défendre si elle se concentre sur son cœur de métier et en engueulant les éditeurs, en leur disant, dites voir, votre bouquin, là, ça vaut pas 15 balles, ça en vaut 25 ou 30, quoi. On a quand même le prix du livre le moins cher du monde. On oublie juste de le dire. Sachant qu'on est quand même des gens qui sommes immensément riches, puisqu'on est la 5e pays le plus riche du monde. Donc il y a un hiatus qui va pas bien. Ouais. Alors, pour toi, quelles seraient les solutions, entre guillemets, si on pouvait apporter une solution au problème des libraires actuellement, ce serait d'augmenter le prix du livre. Alors, il y a pas que ça, hein. Il y a effectivement augmenté le prix du livre, et puis il y a autre chose aussi, c'est que les libraires ont été sous perfusion de l'État, etc., par plein de subventions, et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que dans tout commerce, quand on est sous perfusion de subventions, c'est pas bon. Parce qu'en fait, on fait pas bien le boulot, et justement, on oublie l'importance du prix de l'objet et tout ce qui va derrière. Donc pour moi, oui, il faut augmenter le prix du livre, le revaloriser. Ça veut pas dire tripler son prix, hein, ça veut juste dire faire en sorte que un auteur, plutôt que de gagner 60 centimes sur un poche, il passe peut-être à 1 euro, ce qui serait du style admirable, quoi. En gros, s'il en vend 10 000, il va se faire 10 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas un auteur sur 50 qui vend 10 000 euros, et même pas un auteur sur 100. Donc déjà, c'est juste ça, redonner, rappeler. Pour moi, à mon avis, c'est le nœud du problème, contrairement à ce qu'on peut croire. Après, on va pas se battre contre les hypermarchés, contre les plateformes. Moi, c'est pas l'idée, hein. Ils sont sur autre chose. C'est-à-dire qu'une plateforme ou un hypermarché va vendre les 5 titres les plus bankable de la maison d'édition qui marche là-dessus, mais n'ira jamais vendre la petite maison d'édition, une chose comme ça, parce qu'ils ne le verront même pas passer. Parce que quand je parle qu'on est dans la financiarisation, aujourd'hui, des grands groupes, je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès, je suis sûr de les perdre, sont en général, font du livre comme une danseuse. C'est-à-dire quand vous êtes marchand d'armes, vous balancez des milliards d'euros, et vous gagnez des milliards d'euros, et le bouquin, il va vous rapporter une malheureuse centaine de millions. Donc ok, on fait ça, mais c'est pas important. Donc ne nous battons pas contre les gros. Passons plutôt au travers, et il faut suivre son chemin, quoi. Il faut faire chacun sa route. Exactement. Euh, Est-ce que le livre électronique, tu as ressenti l'impact sur tes ventes, l'émergence de cette forme de lecture par liseuse? Est-ce que tu l'as ressenti, toi, dans tes ventes? Alors j'aurais bien aimé, parce que, alors moi là aussi je vais passer pour un libraire aberrant. Moi je suis à fond pour le numérique, parce que pour moi le numérique c'est juste un média supplémentaire, donc c'est juste un moyen de doper ses ventes. Aujourd'hui on l'a vu, l'industrie du disque s'en sort très très bien, il y a plus de ventes de vinyle aujourd'hui qu'il y a 30 ans, ce qui peut paraître complètement paradoxal, mais c'est le cas. Et cette vente de vinyle, elle est revenue parce qu'il y a eu, pendant des années, et ça continue, plein de fichiers dématérialisés qui permettent d'accéder à la musique autrement. Ce qui permet à l'auditeur de se faire un choix et d'aller acheter l'objet qu'il veut. Et au final, aujourd'hui, les vinyles se vendent mieux qu'il y a 30 ans. Donc pour les bouquins, si nos éditeurs étaient des gens raisonnables, ils feraient un fichier numérique à, je sais pas, 50 centimes d'euros ou 1 euro. Voire mieux, ils le mettraient gratuitement au sein des grands formats en disant voilà, là, vous tapez cette adresse et vous avez le fichier numérique. Et les personnes qui aiment le bouquin, c'est-à-dire la plupart des lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Éventuellement, le fichier numérique, ça va leur servir comme un podcast dans le métro, dans la bagnole ou n'importe quoi, et ils viendront acheter l'objet de toute manière, soit parce qu'ils l'ont acheté avant avec le fichier numérique, soit parce qu'ils voudront l'objet, parce qu'un bouquin, ça se garde, ça se prête, ça se donne, mais on a un objet. Donc pour moi, déjà en France, on fait cette connerie, c'est qu'on vend du numérique 5 euros moins cher qu'un grand format. C'est juste ridicule. On a un truc qui ne vaut rien, puisque c'est un truc numérique qui peut se perdre en plus, qu'on va payer aussi cher, plus cher qu'un poche, et aussi cher qu'un... Donc là, il y a une aberration, et voilà. Mais moi, j'aimerais bien, franchement, que le numérique, ça fonctionne en France, parce que je sais qu'on y gagnerait, les libraires y gagneraient, parce qu'ils vendraient plus de livres après. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, mais je suis pas nombreux à penser ça. Donc,
Et quelles autres solutions? Parce que toi, tu organises des soirées. J'ai vu que tu avais quand Ouais. même pas mal d'activités. Tu participes à des salons, tu organises, tu fais des dédicaces dans ta super librairie. Tu fais des soirées à thème, comme là, celle de Sherlock Holmes que tu as fait, je Hier crois, soir. hier soir. Donc, est-ce que ça t'apporte une notoriété, un nouveau lectorat ou des personnes qui vont venir plus spécifiquement sur tes soirées? Alors, ça apporte plusieurs choses. Alors, ça apporte la notoriété de la librairie, ça c'est sûr et certain. Tout ce qui est animation, salon, c'est de la communication. Là encore, faut pas raisonner systématiquement sur le pognon, hein, parce que c'est pas ce qui rapporte, c'est ce qui va permettre de rapporter un jour, et surtout c'est ce qui va permettre de faire connaître l'ambiance et tout. Mais avant tout ça, une animation, une rencontre, une lecture d'un extrait de livre, un club lecture où on parle de bouquins, c'est un moyen de partager la littérature et c'est un moyen de la faire vivre autrement qu'en tant que souris ou rat de bibliothèque. Et donc c'est des soirées qui sont vivantes, on fait transpirer, sointer le bouquin différemment et surtout on partage nos sentiments, ce qu'on a tiré de ce livre, comment il nous a pris, ou au contraire, comment il nous a pas pris du tout. Et donc ça, c'est important. Et autre chose, je pense que... Alors ça, c'est peut-être plus facile à faire dans le roman noir, ou peut-être dans la BD, que dans toute littérature. Parce qu'il y a une littérature qui s'expose peu, qui est tout aussi belle, mais qui s'expose peu. On a certains écrivains de littérature blanche qui vont surtout, comme je dis, se gratter le tour du ventre, et qui vont renvoyer des sentiments, mais qui sont des sentiments tellement personnels que peu de gens ont envie de discuter avec d'autres de ces sentiments-là. Le polar, qui est au contraire une vision réaliste de la société, ça fait parler les gens. Ah oui, effectivement. Donc voilà. Donc moi, c'est une solution pour moi pour parler de ça parce que j'en suis passionné, mais je suis pas certain que c'est une solution qui fonctionne partout non plus, quoi. Et puis il faut aimer ça, quoi. Faut aimer. Alors les auteurs de polar, pour la plupart, aiment bien discuter. On a un peu rien à foutre de se faire prendre en photo, mais par contre, ils aiment bien parler de leur œuvre, ils aiment bien, voilà. Donc il y a un échange qui se crée très facilement. En plus, bah, tu les connais comme moi, mais les auteurs de romans noirs, rares sont ceux qui ont chopé le melon, quoi. Ah oui, absolument. Ceux-là, de toute façon, on les repère. On les repère vite, ouais. Et donc, vu qu'ils chopent pas le melon, Voilà. ils discutent bien avec les gens, les lecteurs sont là, il y a du partage encore. Nous vous donnerons en fin d'émission et sur le générique de fin toutes les coordonnées pour pouvoir vous inscrire à sa newsletter qui est top. Vous aurez toutes les infos sur les soirées qu'il organise et l'adresse de la librairie parce que venez-y, c'est vraiment une librairie à ne pas manquer. Merci. C'est the place to be. Si vous êtes amateur de polar à Lyon ou dans sa région, ou même plus loin en Rhône-Alpes, on va élargir un petit peu, vous faut absolument venir. Faut venir le voir. C'est un gars, il est passionné, passionnant, et je vous assure, vous regretterez pas d'être venu. Vous aurez, N'en vous fais lirez pas trop, quoi. Non. Tu me fais mon chèque à la fin, c'est ça. Donc, Jean-Pierre, pour terminer, tu vas nous présenter, alors non pas des livres pour une fois, mais des éditeurs. Ça va nous changer un petit peu, puisque d'habitude, je demande à nos invités de présenter les romans qu'ils ont appréciés. Là, Jean-Pierre va nous présenter des maisons d'édition qui lui plaisent particulièrement. Ouais, parce que tout à l'heure, je disais, il y a tous les métiers de la chaîne du livre qui sont tous importants, mais autant la place de l'auteur est essentielle, primordiale, tout ce qu'on veut, autant celle de l'éditeur est importante. Et on a malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les grands groupes d'édition sont des grosses sociétés avec des directeurs de collection, des directrices de collection qui sont prises dans le turnover des chiffres d'affaires et qui du coup souvent n'ont pas le temps de construire, j'ai envie de dire, une vraie ligne et ça passe et du coup les grandes maisons d'édition ont perdu, moi je trouve, beaucoup de pertinence par rapport aux petits éditeurs qui n'ont pas le choix. Un petit éditeur, s'il veut survivre, il faut qu'il sorte de la qualité. Et donc le petit éditeur qui bosse bien, il va sortir de la qualité dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il va amener l'auteur à bosser au maximum, il va sortir des belles couvertures, il va faire en sorte que son bouquin soit un bel objet extérieurement, intérieurement. Donc je voulais en parler de certains. Alors il y en a qui sont très connus depuis pas longtemps, mais qui sont quand même très connus, mais qui font un boulot magnifique. Alors en premier lieu, je voulais parler de Gallmeister. Donc là, j'ai sorti 2 bouquins du même auteur, mais on va pas parler de l'auteur.
Gallmeister qui fait depuis un peu plus de 10 ans maintenant un boulot essentiel de découverte des écrivains états-uniens et quelques Canadiens, si j'ai bonne mémoire, et qui ont démarré sur une ligne de pur nature writing et qui se sont amenés petit à petit vers le noir et le polar. Et ce boulot-là, il est fait en termes de qualité. C'est-à-dire que vous avez non seulement des couvertures qui ressemblent à des couvertures, bon, ils ont mis un bandeau, ce qui est une aberration, parce que ça sert plus à rien, mais bon, passons. Mais ils ont des très belles couvertures, que ce soit en grand format ou en format poche. Derrière, vous avez un papier qui est grammé, une police qui ressemble à une police. En gros, le lecteur, il prend du plaisir parce qu'il n'est pas en train de se dire « Bon, alors là, il faut que je sorte mes loupes pour y voir quelque chose. » Et en même temps, il a un papier qui tient dans la main. Tout à l'heure, on parlait numérique et papier, mais ça, c'est important. Donc Gallmeister, c'est une petite boîte qui monte bien, et je trouve que c'est normal qu'elle monte bien parce que c'est un label ouvrage. Après, on a un éditeur qui fait tout sauf du polar. C'est Alia, c'est aussi une petite maison. Ils font des très très beaux livres, comme vous pouvez le constater. Ils font tout sauf du polar. Je dis ça en plaisantant parce qu'en fait, parmi tous leurs romans, ils ont quelques romans qui sont des petites perles de romans noirs. Donc ils ont sorti un bel Harry Crews qui fait une magnifique nouvelle sur son arrivée à Valdez en Alaska. C'est une histoire de pochetron, voilà, c'est une très très belle histoire qui se passe dans un univers à la fois froid, humide et très masculin. Et puis on a une autre merveille comme le livre de Simon Joannin qui, à mon avis, est passé un peu trop sous les radars. C'est vraiment une œuvre littéraire à part entière, et on va en reparler pendant longtemps. Ça fait partie des bouquins. Il y a plein de livres qui passent, hop, on lit ça, on aime bien, puis 3 ans après, on a perdu, quoi. Celui-là, on va l'entendre longtemps. Donc Alia, petite maison d'édition généraliste. Une autre maison d'édition qui là est plus concentrée sur et ça c'est important aussi, sur 2 lignes très distinctes, comme l'était Gallmeister, avec d'une part le nature writing, d'autre part le roman noir. La manufacture des livres, elle est d'une part avec des récits documentaires autour des bannières, de la prison, de cet univers-là, souvent hors la loi, on va dire. Et puis, d'autre part, des très beaux polars. Et là encore, des couvertures qui marquent. Là encore, du papier qui se tient, une belle police, un bon bouquin et un bon travail. Et là encore, un éditeur passionné. Pierre Fourniot, c'est vraiment quelqu'un, voilà, quand il prend un auteur, il va le défendre. Et puis, je voulais vous parler aussi d'un autre genre qui a beaucoup de mal à se vendre en France, et c'est bien dommage, c'est le genre de la nouvelle ou de la novella. Je pense qu'on est un des rares pays au monde à ne pas considérer ça comme des livres à part entière. Alors, c'est là où je dis que le livre est de moins en moins respecté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir certains lecteurs qui vont pas acheter de novella parce que c'est pas assez épais, et qui vont se dire, ah tiens, pourquoi je mettrais 12 balles dans un bouquin qui fait que 80 pages, alors que pour 12 balles, je peux avoir un bouquin qui fait 600 pages. Et moi, je leur réponds à chaque fois, écoutez, le poissonnier, vous êtes trompé de rayon, madame, c'est 200 mètres plus bas. Mais c'est un peu le souci, c'est que une œuvre, pour moi, elle se tient pas à la taille au nombre de pages. Quand on va voir un film, on s'en fout qu'il dure 1h30, 1h10 ou 2h30. On va voir le film, on paye le prix, basta. Quand on regarde un tableau, on se dit pas, tiens, celui-là, il est grand, donc il est plus beau que celui-là qui est petit, quoi. Autrement, il y en a 2-3 qui seraient passés là aussi à travers. Donc il faut défendre la novella, et là, la maison d'édition Inuit fait un vrai boulot, avec des très grands auteurs. Vous avez France Bartlett qui fait partie du catalogue. Anne-Céline Dartevel, c'est une jeune auteure lyonnaise, voilà, qui fait Tu l'avais reçu, je crois. Ouais, je l'ai reçu ici. Donc c'est un travail qu'il faut défendre. Et là encore, petits éditeurs, beau travail, et dont les petits éditeurs, quoi. Il y en a plein d'autres, hein. J'aurais pu citer Gigal, j'aurais pu en citer d'autres, mais voilà, il faut aller chercher ces éditeurs-là, parce que par exemple, Inuit, je suis pas sûr que vous le trouvez dans l'hypermarché du coin. Ah non, absolument pas. Dernière question, les réseaux sociaux pour toi, c'est quoi? Alors moi, je fais je vais faire mon papier de base. En fait, je suis complètement à la rue par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je me sers d'Internet depuis des années, et j'ai un site qu'il faut d'ailleurs que je refasse depuis que j'ai ouvert la librairie. Donc, dès que j'ai 1 minute, je le fais. Autrement, les réseaux sociaux, pour moi, honnêtement, je sais pas ce que ça apporte. Je participe des réseaux sociaux parce que il me semble qu'aujourd'hui, si on ne participe pas, on perd encore en représentativité. Après, je suis assez dubitatif sur la réalité de ce que ça peut amener.
vous pouvez avoir 1 million d'abonnés sur votre réseau social, c'est pas pour autant que vous aurez 1 million de lecteurs qui va débouler dans votre librairie. Pour la mienne, il vaut mieux parce que ça rentrerait pas, mais voilà, donc voilà, je m'en sers, j'utilise, mais je suis incapable de dire de mesurer l'impact de, sur alors, tes ventes. je mesure pas l'impact. En plus, je trouve que le réseau social, comme je dis, quand il y a trop de virtualité, au bout d'un moment, on perd un petit peu. En humanité. On décolle, ouais, en humanité, mais pas seulement, on décolle aussi un peu du sol et voilà, on perd le rattachement terrestre qui est nécessaire. Absolument. Je te remercie, Jean-Pierre, de C'est nous moi qui te avoir remercie. reçus. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accueilli Nous vous donnons dans votre rendez-vous émission. très bientôt. Donc, d'ici une petite dizaine de jours, vous aurez la vidéo de Jean-Pierre sur la chaîne Oser les livres. Et je vous conseille, moi, de venir vraiment. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par son métier et passionné par sa littérature. Et quand vous avez quelqu'un d'aussi passionné, vous ne pouvez être que conquis. Alors, à bientôt pour la prochaine émission d'Oser les livres. Merci. Merci.